Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'appel du 3IT Micro IA sur cette conférence atelier sur ChatGPT. Je m'appelle François, je suis agent à la recherche au sein du groupe d'intelligence artificielle au sein du 3IT Micro. Et je suis très fier d'avoir collaboré à cet événement aujourd'hui. Je suis avec Céline. Au sein de la réflexion autour de l'éthique et de l'IA. Et par ailleurs, je suis directrice associée d'un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Nanosystèmes et Nanotechnologies, qui supporte aussi l'événement aujourd'hui. On a une série de 3 conférences. Donc là, c'est la première on a décidé d'utiliser ChatGPT parce que c'est comme quelque chose qui est le plus arrivé dans le grand public puis qui est questionnant. Donc qui pouvait nous amener, on l'a tous peut-être expérimenté, donc ça nous donne comme une idée de comment on peut appréhender ce qu'il y a derrière l'IA et tout ça. Toute cette réflexion, elle se fait grâce à une subvention qu'on a obtenue, donc Prompt, qui cherche à rallier des compétences autour de l'IA, donc au sein de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, le 3IT, où nous sommes aujourd'hui, et qui part vraiment des concepts fondamentaux jusqu'à un travail sur des solutions technologiques et jusqu'à ce que nous on appelle la mise en société. Donc c'est une réflexion justement autour de la question de la régulation et des enjeux éthiques et sociaux, notamment de l'IA. Donc là, c'est une première conférence et la deuxième conférence s'adressera plus à ces questions d'enjeux éthiques. Alors, merci à tous les partenaires et en particulier, je veux remercier aussi toute l'équipe qui a vraiment contribué à la réalisation. Nicolas Guillaume, Erwan Tou, qui est derrière, Christelle Auchard et Ibtissène Monkraoui, qui sont dans l'équipe avec nous aussi, là, qui rendent l'événement possible. Je vous présente François Grondin. Il est natif de Montréal. Il a obtenu un baccalauréat en génie électrique à l'Université McGill, une maîtrise et un doctorat en génie électrique ici à l'Université de Sherbrooke. Il a travaillé comme chercheur postdoc au Massachusetts Institute of Technology au sein du laboratoire C-Cell, c'est comme ça qu'on dit ça, pendant 2 ans. Depuis 2020, il est professeur adjoint au département de génie électrique et génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Il est membre du laboratoire IntroLab au 3IT. Il est aussi membre d'Inter, du Crash. Ça, c'est pas le film de Cronenberg? Non, c'est l'Institut de recherche en acoustique. En acoustique et du Centre de recherche sur le vieillissement ici à Sherbrooke. Sa recherche actuelle porte principalement sur l'audition en robotique. Merci François Grondin d'être avec nous aujourd'hui. Bonne présentation tout le monde. Merci beaucoup. Bon, super. Alors, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Bien, François et Cécile ont fait une bonne introduction avec le sondage, mais j'ai quand même mettre un peu les éléments importants qu'on va tenter de couvrir aujourd'hui. Si j'ai bien fait mon travail, vous devriez être en mesure de répondre à ces questions-ci. Donc, la différence entre ChatGPT et GPT, on l'a vu avec la dernière question, ou l'avant-dernière question plutôt, il y avait une certaine ambiguïté. On va essayer de différencier les deux concepts. Un système de traitement naturel du langage. C'est un domaine de recherche qui ne date pas de quelques années. Ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que tu attends de faire, puis pourquoi la technologie derrière ChatGPT est en fait une branche de cette grande famille-là de méthodes de calcul pour analyser du texte. On a parlé d'un réseau de neurones dans la dernière question. On va regarder un peu comment ce fameux réseau de neurones-là fonctionne dans la technologie derrière ChatGPT. Puis, comme vous le savez probablement, quand on parle d'apprentissage machine, on parle de données. Donc, pour entraîner notre réseau, il faut beaucoup de données. On va essayer de voir qu'est-ce qui a été utilisé, puis comprendre un peu les ordres de grandeur qui ont été nécessaires pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ce qui va être difficile, peut-être même impossible de répondre à la fin de cette présentation, pour plusieurs raisons. Soit parce que la communauté scientifique ne s'entend pas encore, soit parce que je ne suis pas assez expert dans le domaine, ou soit parce que c'est tout simplement une question ouverte qui est difficile à répondre. ChatGPT a soulevé un peu des inquiétudes dernièrement parce que la qualité de ses réponses puis l'interaction qu'on avait avec l'outil donnait l'impression souvent qu'on parlait avec une intelligence qui était comparable à celle d'un humain. Donc, le fameux Turing test qui consiste à être capable de déterminer si oui ou non on parle à une machine sans le savoir. Bien, on peut dire que ChatGPT n'est pas loin de le passer parce qu'il peut nous convaincre
dans une conversation normale que c'est une personne qui répond. Puis, quand on se rapproche donc d'une machine qui peut passer le Turing Test, la prochaine question, c'est est-ce qu'on s'en va vers une intelligence artificielle générale qui va éventuellement supplanter l'humain, puis on va arriver à ce qu'on appelle le point de singularité où l'intelligence artificielle conçoit une autre intelligence artificielle encore meilleure, et là, ça s'emballe et l'être humain est délaissé. Je ne pense pas qu'on va répondre à ça aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de débats en ce moment. Il y a des scientifiques qui ont demandé une pause de 6 mois pour essayer de mieux comprendre la technologie. Donc, je vous invite à simplement lire l'actualité. Je pense que vous allez avoir amplement d'informations là-dessus. Puis, je suis loin d'être un expert sur la question. L'autre chose, vous allez voir assez rapidement que c'est le concept d'expliquer ce qui se passe. On peut essayer de comprendre les mécanismes, mais quand on a une réponse précise qui est donnée par l'outil, très difficile d'ouvrir cette fameuse boîte noire-là et d'avoir une explication très logique qui nous permet de justifier la réponse qui a été produite. C'est l'inconvénient des réseaux de neurones très, très gros. On est devant un outil dont on comprend les mécanismes, mais on ne comprend pas forcément dans le détail ce qui se passe dans le réseau puis ce qui fait en sorte que ça fonctionne. Il y a même des gens qui ont soulevé la question, est-ce que je vais me faire remplacer par ChatGPT? Si j'ai un emploi de bureau où je fais des tâches qui demandent une certaine analyse, puis que ChatGPT est capable de faire cette analyse-là, est-ce qu'il va me remplacer? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on est au tout début, fait que c'est très difficile de se prononcer sur des questions comme ça. Puis, encore une fois, ce n'est pas mon créneau. Puis, évidemment, depuis que ChatGPT est sorti, bien, il y a toutes sortes d'applications qui arrivent. Les gens veulent l'utiliser. Il y en a qui proposent « ChatGPT va créer mon modèle d'affaires, je vais devenir riche ». C'est toutes des suppositions intéressantes. On ne rentrera pas dans comment utiliser l'outil pour s'enrichir, mais vous imaginerez bien qu'un nouvel outil égale plein de possibilités. Donc, les gens ont envie de l'essayer pour toutes sortes de raisons, dont avoir du succès et devenir plus fortuné. Donc, je vais commencer d'abord avec le concept du traitement naturel du langage, parce que c'est un peu ce qui est à la base de toute la technologie qui a mené à ChatGPT. Le traitement naturel du langage, essentiellement, ce que c'est qu'on a une séquence de symboles. Ici, les symboles, ça peut être des mots. Donc, je les ai séparés par des virgules. On envoie cette séquence-là de symboles dans un modèle mathématique et le modèle nous ressort une autre séquence de symboles. Par exemple, ici, si j'avais un engin qui faisait de la traduction du français vers l'anglais, je pourrais envoyer des symboles, dont le SOS, qui est souvent ce qu'on appelle le jeton de départ pour Start of Sentence, puis EOS, End of Sentence. Donc, j'enverrai une série de symboles avec une balise qui identifie le début et la fin de ma séquence. Et, magiquement, j'espère que le modèle va me produire une nouvelle séquence qui va correspondre, dans ce cas-ci, à la traduction de ma phrase initiale. Donc, essentiellement, le traitement langage, c'est vraiment, en termes logiques, une séquence de symboles qui va être traitée pour retourner une nouvelle séquence de symboles. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, bon, on l'a vu, on peut traduire une phrase. On pourrait, par exemple, faire de la classification de texte. Donc, j'ai écrit un commentaire sur Amazon, j'ai beaucoup aimé le produit, ou non, je ne suis pas satisfait, je pense le retourner. Le logiciel va pouvoir analyser ce que c'est un commentaire positif, un commentaire négatif, puis établir une note pour le produit en question. Ou je reçois du courrier dans ma boîte de courriel. Automatiquement, il y a du courriel qui est identifié comme étant du spam, parce qu'il y a certains mots-clés dedans qui sonnent une alarme, puis ça s'en va directement dans le courrier indésirable. C'est aussi du traitement du langage pour des fins de classification. Ce qui est intéressant, puis ce qui va sur quoi on va porter attention aujourd'hui, c'est comment on peut générer du texte à partir d'une séquence de départ. Donc, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est sur un téléphone cellulaire, vous commencez à écrire un message, puis le téléphone vous suggère des mots pour compléter votre phrase. Donc, souvent, c'est pas toujours parfait, comme vous le savez, mais c'est des mots qui ont un lien de contexte avec les premiers mots qu'on a écrits. Ou vous commencez à écrire une recherche dans Google, puis l'engin vous propose des suites de mots pour compléter votre requête. Donc, l'idée de rentrer un certain nombre de symboles, puis d'avoir quelque chose qui complète, c'est intéressant parce que cette séquence de symboles-là, ça pourrait être aussi simplement une question. Je rentre une question, puis l'engin va générer une réponse qui va tenter de compléter la séquence qui était initialement démarrée par une question.
Donc, générer, le G, dans GPT, le G vient de là. OK? Puis la façon la plus naïve, disons, de regarder le problème, c'est de se dire, j'ai par exemple un dictionnaire avec tous les mots de la langue française, du moins les plus communs, parce qu'il y en a énormément qu'on n'utilise pas. Donc, disons, j'ai un dictionnaire de 50 000 mots. Et puis, je vais calculer pour des paires de mots. Donc, les 50 000 mots, pour chacun de ces mots-là, je vais avoir 50 000 autres mots, en fait, 49 999 autres mots, fort probablement. Puis, je vais regarder ces paires-là et je vais ensuite analyser un texte. Puis, je vais regarder le nombre de fois que j'ai les fameuses paires qui sont observées dans le texte. Donc, statistiquement, je vais collecter des informations sur une grande quantité d'ouvrages écrits et je vais réaliser qu'il y a certains mots qui ont habituellement une portée, qui sont dans le même contexte, sont voisins dans un texte. Par exemple, marcher dehors, marcher rapidement, je pourrais avoir une corrélation importante entre ces deux mots-là. Marcher profondément, c'est moins probable. Dormir dehors, c'est possible. Dormir rapidement, c'est rare qu'on va avoir cet adverbe-là. Dormir profondément, ça risque d'arriver plus souvent. Donc, je vais voir qu'il va y avoir certains mots qui vont être reliés ensemble. Puis, je vais donc m'attendre à avoir un mot relié au premier mot en fonction de ces statistiques-là. C'est ce qu'on appelle des 2 grammes, parce qu'on a 2 mots qui sont impliqués dans la relation. Donc, une façon naïve de s'attaquer au problème, si par exemple, je tape le mot « marcher », je vais voir dans mon histogramme avec toutes mes probabilités, puis je découvre, j'ai inventé ici des statistiques, c'est sûrement pas ça qu'il y a dans un vrai modèle, mais que dehors était la première, la suite la plus probable selon les statistiques que j'avais collectées. Je mets le mot dehors. Et là, je répète le processus à nouveau, je prends dehors, et là, je regarde à nouveau dans mon dictionnaire, c'est quoi le prochain mot, ou petite expression, par exemple, au soleil, qui complète l'expression, et je continue ainsi de suite à produire une séquence de mots jusqu'à temps que j'arrive à un point ou jusqu'à temps que j'arrive à une limite que j'ai établie. Il y a 2 problèmes assez faciles à identifier avec une approche comme ça. Selon vous, qu'est-ce qui est une simplification un peu trop facile dans une solution du genre? Ça diverge du sujet. Ça va probablement diverger. Il va se mettre à parler de quelque chose, puis là, il va rester... Le contexte n'est pas assez large. Il va simplement se baser sur le mot précédent pour compléter. Donc, il va parler dehors au soleil, après ça, il va être rendu en train de parler de soleil, il va peut-être parler de la lune, il va peut-être parler... Il peut aller dans n'importe quelle direction, mais définitivement, le contexte est insuffisant. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème est un peu moins évident à voir dès le début. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée. Pas de mauvaise réponse en passant. C'est... Tiens pas compte des synonymes. Les synonymes, bien, les synonymes pourraient être considérés d'une certaine façon par la corrélation. En fait, le premier problème qu'on a, c'est que si je prends toujours le meilleur choix à chaque fois que je veux faire une prédiction, je vais avoir une très faible diversité de textes. Je vais toujours prendre le mot le plus corrélé et éventuellement, je peux même me retrouver dans des boucles où je vais dire quelque chose, je vais dire un autre mot, je vais revenir, puis là, je vais être dans une espèce de boucle sans fin, puis on a l'impression que l'agent conversationnel fait juste répéter une phrase de façon continue, puis il s'en va nulle part. Donc, on appelle ça le concept de température en traitement naturel du langage. Puis la première chose qu'on fait pour essayer d'éviter cette faible diversité-là, c'est qu'on va donner une probabilité qu'on n'utilise pas forcément le meilleur mot qui va suivre, mais un des meilleurs dans les quelques mots qui sont suggérés. Lequel, ça va être de façon aléatoire qu'on va l'utiliser. Donc, si vous vous demandez des fois pourquoi quand j'écris sur ChatGPT puis je redemande la même question, il va me générer un texte différent, ça fait partie de la réponse. C'est qu'il y a un phénomène aléatoire quand on tente de générer notre suite de mots. Puis c'est voulu, c'est pour que ça soit moins mécanique, que ça soit plus naturel comme type de texte qu'on va générer. Le deuxième problème qu'on a, je ne devrais pas dire des problèmes, je devrais dire des défis, mais c'est quand même un problème majeur. On avait juste 2 mots. On l'a dit, on a un contexte très limité. Quand je fais une phrase complète, même des fois dans ma phrase, je vais faire référence à un élément qui remonte à 1 ou 2 phrases avant. Donc le contexte de mes mots
elle ne peut pas se limiter juste au mot précédent. Je vais avoir un contexte beaucoup plus large. Tantôt, on utilisait ce qu'on appelait un 2 grammes, parce qu'on avait 2 mots, mais de façon générale, on va utiliser un n grammes, on va avoir n mots. Si j'ai 50 000 mots dans mon dictionnaire, quand j'ai 2 mots qui sont corrélés, c'est 50 000 au carré, ça fait 2,5 milliards. C'est beaucoup, mais c'est encore gérable. Dès que j'ai 3 mots, si je vais par force brute, je suis rendu avec un nombre à 10 à la 14, 4 mots, 10 à la 18, etc. Donc, forcément, ce n'est pas pratique. On ne peut pas se baser sur des statistiques comme ça, de façon brute, pour tenter de deviner les prochains mots. On n'a pas les ressources de calcul, les ressources de stockage pour arriver à faire cette tâche-là de cette façon-là. Donc, on va devoir être un peu plus astucieux et c'est là que les chercheurs sont arrivés avec des solutions très originales pour contourner le problème. Ce qu'il nous faut, en fait, ce n'est pas une grosse table où est-ce qu'on va aller vérifier chaque élément un par un puis on va stocker tous les résultats. C'est plutôt un modèle mathématique qui va être capable de prédire les probabilités sans forcément tout mettre en mémoire dans une table comme si c'était un dictionnaire. Donc, si on présente des données à un modèle mathématique puis qui apprend des relations de façon plus abstraite, on évite de devoir tout mémoriser et on arrive avec quelque chose qui peut potentiellement être utilisable sur des ordinateurs. Et c'est ce qu'on appelle souvent un réseau de neurones. C'est ce qu'un réseau de neurones va faire. C'est un des objectifs d'avoir un modèle mathématique représenté par cette structure-là. Donc, si on regarde, en fait, la première étape, un réseau de neurones, c'est un outil qui fait des calculs mathématiques. Donc, je vais devoir trouver une façon d'encoder le texte que je vais envoyer à mon réseau de neurones dans un format qui va pouvoir être reconnu et compris par le réseau. Et ce qu'on a fait ici, dans le traitement naturel du langage, c'est qu'on a attribué ce qu'on appelle des jetons, ou en anglais on dit des tokens, à chaque mot. Donc on prend, tantôt je parlais par exemple de 50 000 mots, on prend chacun de ces mots-là, on y attribue un nombre unique, un identifiant unique, et on dit en fait, quand j'écris une phrase, bien, ce que j'envoie à mon réseau en réalité, c'est une séquence de jetons numériques. Et à titre d'exemple, ici, on voit que le « et », là, je l'ai mis en anglais parce que le modèle que j'ai sous la main est fait pour l'anglais, donc c'est plus facile. Le « et » devant small, le « et » devant short, c'est le même jeton, 257. Pourquoi c'est ce nombre-là? Là, ça dépend comment ils ont créé leur réseau. Mais essentiellement, cette séquence-là de nombres numériques me donne l'information nécessaire pour reconstruire ma phrase. Ce qui est intéressant aussi, même le point a un jeton qui lui est attribué. Donc, certains éléments de la ponctuation peuvent également avoir un jeton. Il y a, par exemple, sur GPT, on a accès aux outils qui permettent de générer ces jetons-là. Donc, à titre d'exemple, si je rentre un texte ici, je peux voir exactement comment GPT va l'encoder en termes de jetons. Donc, si je dis le fameux « Welcome to this presentation », on voit que le système l'a séparé en 5 jetons. Puis, je peux même aller voir les numéros de ces jetons-là. Tantôt, le 13, c'était le point. C'est encore le 13 qu'on voit ici. Et on va au-delà des mots aussi. Si je dis, par exemple, we need to perform post-processing. Mais en fait, post, c'est un préfixe qui peut être utilisé dans beaucoup de mots, puis qui peut avoir une signification en soi. Donc, je pourrais, par exemple, dire post-présentation, on va prendre du café. Ce n'est pas nécessairement un mot, mais on comprend que ça veut dire après la présentation. Donc, le système va également encoder certains préfixes ou suffixes qui peuvent avoir une signification en soi. Ça va lui permettre de créer un jeu plus riche de mots et de séquences à partir de ça. Donc, c'est la première étape. Le système prend le texte qu'on lui envoie, crée une séquence de nombres, et cette séquence-là va être utilisée pour être analysée par le modèle. C'est vraiment comme une clé que je mets à chaque élément qui est unique. Puis si je mets en majuscule ou en minuscule, ça va également être une nouvelle clé. Parce que si j'écris en majuscule, souvent on va penser que je suis en train de crier. Donc, c'est aussi bête que de dire la majuscule a un impact. Ou si j'ai un mot avec une lettre majuscule, absolument, c'est le début d'une phrase. Donc, il y a plein d'identifiants uniques qui vont être attribués selon le contexte.
Maintenant, bon, j'ai remplacé les séquences de caractères par des jetons. Il y a encore quelques étapes à faire avant de pouvoir faire quelque chose d'utile avec ça. Ce qu'on a réalisé, puis ce qui est peut-être une des choses les plus puissantes en traitement naturel de la parole des dernières années, c'est que, au lieu d'avoir un jeton qui était uniquement une valeur numérique comme un scalaire, on pouvait l'associer à un vecteur qui avait plusieurs centaines de dimensions. Donc, ici, par exemple, à l'écran, on voit un vecteur avec 2 dimensions, mais vous comprendrez que je ne peux pas représenter 300 dimensions sur mon écran facilement. Mais l'idée est que on trouve une façon de créer des vecteurs et on va entraîner un modèle qui va avoir des critères pour que des vecteurs représentant des mots qui sont proches les uns des autres au niveau du sens vont avoir une distance, un angle entre les vecteurs qui va être la plus petite possible, ce qu'on appelle la distance cosinus. Comment on fait ça? Bien, c'est qu'on regarde dans un texte, si je prends, mettons, le mot « Apple », je regarde les mots alentours, puis si de temps en temps j'ai le mot « orange » qui ressort, bien, je sais qu'il y a une proximité entre ces 2 mots-là. Donc, quand je vais faire mon entraînement, je vais tenter de forcer les vecteurs à se rapprocher les uns des autres. Tandis que si j'ai un autre mot comme « dog », qui n'est pas forcément relié à un fruit, bien, il n'y a pas une corrélation directe, donc ces vecteurs-là vont être autorisés à diverger de façon plus importante. Ça peut paraître un peu magique, mais en fait, c'est la même méthode qu'on avait utilisée de façon statistique pour calculer le lien entre chaque mot, sauf que là, on y va avec un réseau de neurones qui tente de projeter des jetons numériques sur des vecteurs qu'on appelle des embeddings. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de traduction française autre que embeddings, et nous permet d'avoir une certaine distribution dans un espace. Bon, ça semble très abstrait comme ça, mais je vais vous montrer un exemple plutôt concret qui va vous donner un peu un sens à tout ça. Ça, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est en fait un des systèmes pour créer des embeddings, ça s'appelle Word2Vec, Word2Vector, en gros. Ça a été c'est pas celui que ChatGPT utilise, mais c'est le même concept. Dans cet exemple-là, on a, je crois qu'on a, attendez, 71 291 vecteurs embedding, donc jetons, par 200. On ne peut pas représenter, encore une fois, 200 dimensions de façon efficace sur un écran, donc on a fait une PCA, une analyse par composante principale, puis on a projeté les 3 composantes les plus importantes de chacun des vecteurs, puis on le représente sous forme de nuages de points, comme on voit à l'écran. Donc, ce nuage de points-là, chacun des points correspond à un mot. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je cherche un mot particulier, disons, j'ai fait un test l'autre fois avec king pour roi, c'est en anglais évidemment. Vous voyez ici, le mot king est à cet endroit-là dans l'espace. Et quand je regarde, je vais avoir c'est peut-être un peu petit là, si je zoome, oups, pas trop quand même. J'ai des mots comme un règne, une défaite, un empereur, un trône, qui se rapprochent du mot king. Donc, ce n'est pas nécessairement des mots qui s'écrivent de la même façon, comme si j'avais kingdom, mais c'est des mots qui, dans un texte, ont tendance à être à portée de ces mots-là, donc ils ont une corrélation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que la distribution nous donne une espèce de carte du savoir, à savoir que certains mots vont être plus proches de d'autres, ils vont être plus éloignés d'autres. Donc, si j'ai à générer du texte, bien, j'ai une idée un peu dans quelle région puis quel chemin je dois faire pour produire du texte qui a un sens et pas juste sauter d'un mot à l'autre de façon aléatoire. Donc, les embeddings, c'est ce qu'ils permettent de faire. C'est un outil très puissant parce que c'est une représentation vectorielle de chaque mot, mais il y a un sens à la valeur que chaque vecteur prend au niveau des liens entre les mots puis potentiellement leur sens qu'on leur attribue. Autre fait intéressant qu'on n'a pas ici, c'est que si je prends une projection comme ça pour l'anglais, puis je crée une nouvelle projection avec le français, qui sont 2 langues quand même assez semblables, bien, je vais me retrouver à avoir 2 projections semblables que je peux potentiellement faire une rotation puis les aligner les unes avec les autres, parce que c'est 2 langues qui sont initialement originaires du latin
Et il y a beaucoup de mots qui sont pairés de la même façon. Donc, il va y avoir des relations mathématiques qui vont se dessiner. Je ne vais pas faire de la traduction quasiment instantanée d'un mot à l'autre, juste en regardant les relations que j'ai entre mes vecteurs et les distributions qui sont semblables. Donc, mathématiquement, c'est très intéressant parce que ça permet de dégager un sens du langage qu'on utilise sous forme de texte écrit. Donc là, on a un texte, par exemple, qu'on va présenter à un réseau de neurones. I like to swim in the... quelque chose à compléter. Ça va être essentiellement une suite de jetons qu'on va envoyer. Puis chacun de ces jetons-là va être associé à un vecteur, comme ceux que je vous ai montrés juste précédemment là, sur le nuage de points. Il y a une autre chose qu'on va également faire, c'est qu'on envoie une séquence, mais on n'a pas forcément l'information de la position de chaque jeton. Parce qu'une fois que la séquence va être rentrée dans le modèle va jouer avec. Puis si je n'ai pas noté, voyez ça comme une liste qui peut être en ordre mélangé. Si je n'ai pas attribué une position à chaque jeton, bien, l'information va se perdre. Donc, on ajoute un vecteur on appelle ça position encoding. Donc, on encode la position dans un autre vecteur. On combine les vecteurs ensemble et on envoie ça au réseau de neurones. On espère qu'il va faire de la magie, qui va sortir un nouveau vecteur d'embedding qui va correspondre au prochain jeton qui pourrait potentiellement venir compléter la phrase. OK? Maintenant, le fameux réseau de neurones, comment ça se fait que ça fonctionne? C'est un réseau de ce qu'on appelle un transformer. Transformer, c'est une nouvelle architecture, en termes de deep learning, c'est pas nouveau parce que ça fait quelques années, mais disons que c'est quand même nouveau parce que ça fait juste quelques années. Essentiellement, on avait des réseaux avant entièrement connectés, convolutifs, des réseaux récurrents, etc., etc. On est arrivé avec une nouvelle forme de réseau qui s'appelle le Transformer en anglais, comme le film Transformer, c'est la même analogie. Et essentiellement, ce que ça fait, ce réseau-là, c'est qu'on va lui envoyer un embedding, qui est nos vecteurs qui encodent chaque mot. Et à partir de certaines couches qu'on appelle des couches linéaires, on va produire 3 éléments. Un vecteur de requête, un vecteur clé, un vecteur de valeur. Query Key Value. La façon d'interpréter ça, c'est une requête. Pensez à, je fais une recherche sur, mettons, Google, j'écris un mot, c'est ma requête. Mes clés, c'est, disons, j'ai une liste de résultats qui pourraient correspondre à ma requête. Je vais comparer ma requête avec chaque clé pour voir si j'ai un match à un ou plusieurs endroits. Puis la valeur, bien, c'est le résultat que je retourne pour chaque clé qui a un match avec ma clé. C'est pour ça qu'on utilise ce vocabulaire-là, c'est emprunté aux bases de données initialement. Puis l'idée, c'est que ça, c'est un élément du transformer, c'est que la couche linéaire ici qui va prédire un vecteur de query, de key, de value à partir de l'embedding, c'est des paramètres qui vont être appris. Donc, c'est là que l'apprentissage puis l'entraînement va se faire dans le réseau, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Puis c'est normal, ça soit un peu abstrait, puis ça soit un peu flou. Je ne veux pas non plus rentrer dans les mathématiques avancées, mais l'idée derrière, essentiellement, c'est cette structure-là que les gens ont développée dans les dernières années. Et ce qui arrive avec cette structure-là, c'est que je vous parlais tantôt de la notion de contexte, que quand j'avais seulement un mot en arrière où je peux regarder, bien, je perdais beaucoup d'informations. L'idée, c'est que si je rentre une séquence de embeddings, par exemple, j'ai mes 6 mots « I like to swim in the », puis je dois compléter. Chacun des vecteurs va produire un vecteur de requête, de clé et de valeur. Et ensuite, il va y avoir un mécanisme d'attention. C'est-à-dire que si je regarde, à titre d'exemple, le mot in ici, qui va produire une requête qu'on a appelée Q5, Q5 va être comparé à chacune des clés des mots précédents, K1, K2, K3, K4, et va générer une similitude ou une compatibilité avec cette clé-là qui va tenter d'expliquer un lien possible entre le mot et chacun des mots précédents. Donc, idéalement, si on a un match ou plusieurs matchs, on va avoir une corrélation élevée et ça va nous signifier que ces mots-là arrivent souvent ensemble, donc que l'attention doit être portée à ces mots-là quand on va vouloir estimer le prochain élément. Et on va pondérer les valeurs, qui est un peu mes résultats, comme si j'avais fait une recherche, par chacun
des coefficients d'attention pour générer un nouveau vecteur. C'est très abstrait, on peut se demander pourquoi ça fonctionne, ça n'a aucun sens de faire ça, on fait une pondération. La beauté de la chose, c'est quand on a des milliards de paramètres puis qu'on a un réseau qui est entraîné, il réussit à faire un sens avec tout ça, puis à trouver des couches linéaires qui vont être optimisées pour générer des attentions qui vont être pertinentes pour générer le prochain mot. Si on doit simplifier au maximum ce qui se passe. Et donc, on arrive avec un modèle, puis ce que je vous ai montré en passant, cette petite boîte-là, mais dans un modèle complet, on en a des centaines de boîtes qui vont être empilées une par-dessus l'autre ou en largeur. Donc, on va combiner toutes ces boîtes-là ensemble. On va avoir une branche qu'on va appeler l'encodeur, on va avoir une branche qu'on va appeler le décodeur. Bref, il va y avoir une panoplie de connexions qui vont être représentées, mais l'élément de base, qui est en anglais le building block, c'est cet élément-là, mais qui va être utilisé à maintes et maintes reprises dans la structure du transformeur. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec un énorme modèle qui a un beau potentiel d'apprentissage, mais on doit lui donner des données. On doit être capable de faire en sorte que notre système puisse prédire les prochains mots. Donc, grâce à Internet, on a accès à beaucoup de texte qui a été entré dans les dernières années. Le Common Crawl, c'est en fait le texte, c'est un peu comme l'outil de Google va parcourir les sites web pour les indexer. Mais on a fait quelque chose de semblable sur les 8 dernières années jusqu'à 2021, si ma mémoire est bonne. Et on a extrait 410 milliards de jetons, 410 milliards de mots ou de, comme j'avais l'exemple d'un point tantôt qui est un jeton, ou de symboles importants. Après ça, on a dit, bon, ça c'est le web en général. On aimerait ça avoir des discussions avec des gens qui se répondent de façon un peu naturelle. On a utilisé WebText. Ceux qui connaissent Reddit, qui est une plateforme où les gens peuvent se répondre, peuvent mettre des commentaires, puis peuvent voter pour les commentaires. Ils ont pris tous les commentaires qui avaient au moins 3 votes positifs, puis ils ont dit c'est probablement un texte qui est pertinent, et ils ont inclus ça dans leur base de données. Donc, sur Reddit, les gens vont parler plus en slang, ils vont plus se répondre, se argumenter. Donc, des fois, on demande pourquoi ChatGPT nous argumente avec nous. Bien, probablement que Reddit a joué un rôle là-dedans. Et finalement, on a pris également des livres, tout simplement, donc des ouvrages qui ont été écrits et qui ont été numérisés. On avait 2 datasets avec, encore une fois, beaucoup de jetons. Et on a pris Wikipédia. Parce que Wikipédia est une source d'informations sur plein de sujets qui est quand même assez à jour. Donc, c'était une représentation très pertinente du web. On a tout mis ça ensemble. Il y a eu un certain mixage qui a été fait, là, les pondérations exactes, je ne sais pas. Là, je sais que ce n'est pas nécessairement 410 milliards, ça veut dire que ça fait le gros pourcentage du dataset. Et sur Common Crawl, il y a eu des repondérations comme WebText est utilisé, je pense, 20% du temps dans l'entraînement parce qu'on juge que c'est des données de plus haute valeur que le Common Crawl. Mais au final, on arrive avec notre base de données, on sort, par exemple, une phrase, on a des jetons. Et là, ce qu'on va faire ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage, du self-learning. On va prendre les premiers jetons, on va par exprès enlever le prochain jeton, on va l'exclure. On va prendre la séquence initiale jusqu'au jeton qu'on a exclu, on va l'envoyer dans notre modèle, puis on va lui demander d'essayer de prédire le prochain jeton. Puis on connaît la réponse parce qu'on avait déjà la phrase complète. Donc, on envoie simplement des fragments d'informations qui doivent être recomposés ensemble à l'engin et les milliards de paramètres du transformer sont appris par ce qu'on appelle vous connaissez sûrement ceux qui sont un peu plus dans l'optimisation, mais par une descente de gradient. On a une fonction de coût qu'on tente de minimiser. L'entraînement d'un réseau de neurones, c'est un problème d'optimisation non convexe. Donc, on a plusieurs solutions possibles, mais la descente de gradient, c'est la façon en deep learning où on peut faire de l'apprentissage. Donc, mathématiquement, ça devient essentiellement un problème d'optimisation. Puis, on a une itération sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le cas de GPT pour entraîner notre réseau de neurones puis arriver à produire des résultats qui sont de plus en plus proches de la cible qu'on veut obtenir. Donc, une fois qu'on a fait ça, puis on a entraîné notre réseau, d'ailleurs, GPT-3, je ne me souviens plus, là, c'était une affaire comme, François, corrige-moi, c'était comme 12 millions que ça avait coûté à entraîner, je pense, là, en électricité puis en ressources. C'était des mois d'entraînement, donc c'était dans des data centers, ça a été vraiment un processus très laborieux.
Mais une fois qu'on a notre transformeur qui est entraîné puis que nos poids ont été fixés, bien là, on peut créer des séquences de texte. On peut envoyer une requête initiale qui est quelques jetons. Le transformeur va générer le prochain jeton. Ensuite, on construit une autre requête avec ce jeton-là et les précédents qu'on avait déjà. On le renvoie dans le transformeur et là, on peut générer du texte qui s'écrit de façon pratiquement magique. Puis, on l'espère qu'il y a un certain sens parce que ça reflète les relations mathématiques qu'il y avait dans les bases de données qui ont été vues par le passé sur Internet. Donc, GPT-3, on est rendu déjà au 4 parce que par le temps que je commence à m'intéresser à la présentation, ils ont fait le 4. Mais GPT-3, mettons qu'on se concentre sur celui-là, c'est 175 milliards de paramètres entraînés sur des milliards de jetons associés à des embeddings. Le texte provient du web et essentiellement, la technologie GPT, son unique but, c'est de prédire le prochain mot dans une séquence de mots qu'on lui donne en entrée. Donc, c'est la technologie GPT qui est derrière ChatGPT. Mais ce n'est pas tout à fait ChatGPT. C'est un gros morceau, mais ce n'est pas tout à fait ChatGPT. ChatGPT, ce qui est intéressant avec les GPT-3 en général, c'est que oui, on a de l'apprentissage qui va se faire. Par exemple, j'ai envoyé des textes de Wikipédia à mon modèle, mais c'est certain que si je demande, par exemple, c'est quoi la planète la plus rapprochée de la Terre, la réponse en soi se trouve dans les données. On appelle ça du closed book, c'est-à-dire que j'avais tellement de données initialement que je peux trouver la réponse soit sur Wikipédia, soit sur d'autres sources de données. Puis essentiellement, GPT va trouver une réponse qui va provenir de cette information-là. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant et le plus difficile à expliquer, c'est que lorsqu'on se met à modéliser des modèles de langage avec des milliards de paramètres, puis qu'on analyse des quantités vraiment importantes de texte, il y a un phénomène qui s'appelle l'apprentissage dans un contexte qui survient. L'apprentissage dans un contexte, c'est que quand j'envoie à ChatGPT une requête, je peux envoyer jusqu'à, je crois, c'est 2048 mots ou jetons dans ma requête. Et je peux, par exemple, je peux lui écrire « traduire de l'anglais vers le français », puis je lui donne des exemples. « Cheese devient fromage »,« car devient voiture »,« dog devient ». Et juste par le fait qu'il y a des relations entre les mots qui sont proposés, le système est capable de prédire que ça va être chien, juste parce que mathématiquement, ce qui relie les embeddings que j'ai présentés, les exemples qu'il a vus, il va vouloir produire un résultat qui va obéir à cette règle-là. C'est très dur à expliquer concrètement, là, mais il y a comme une espèce de logique qui s'installe qui provient essentiellement de l'apprentissage des relations entre les embeddings qu'on a faites sur des quantités vraiment importantes de texte. On peut donc lui faire des tâches comme si vous avez essayé de faire, par exemple, additionne telle chose ou complète la suite suivante. Il y a une espèce de logique qui se construit, qui n'a pas forcément été apprise initialement, mais qui découle des modèles de langage qu'on lui a fait apprendre. On peut lui montrer plusieurs exemples. On peut même lui montrer, ça peut fonctionner avec un seul exemple. Plus on rend la tâche, je dirais, dénudée d'exemples ou de contenu, plus il y a des chances de se tromper. Mais ça peut quand même fonctionner. Ou on peut carrément lui dire, fais juste traduire vers le français, puis on va voir s'il va être capable de le faire. Donc ça, c'est un aspect particulièrement intéressant de la technologie GPT, puis un peu épeurant aussi, c'est que le réseau commence à faire des prédictions, puis à faire des analyses, puis des liens qu'on n'y avait pas forcément spécifiquement appris initialement, mais qui découlent de la façon que nos modèles de langage qu'on a conçus, nous, entre humains, ont été faits. Il y a une certaine logique inhérente à ça qui est absorbée par le réseau neurone et qui peut être utilisée pour faire des prédictions qui ont du sens. Puis finalement, quand on a ChatGPT comme l'outil qu'on utilise, OpenAI, qui a construit cette technologie-là, s'est dit j'ai un excellent outil pour pouvoir prédire du texte. Ça fait peut-être 80% du travail, mais dans certains cas où je veux interagir avec une personne, donc on disait tantôt que c'est un agent conversationnel, bien, je ne peux pas juste essayer de compléter des débuts de phrases. Il faut que j'ai un peu une approche de répondre à des questions, générer des réponses, puis avoir une interaction va-et-vient avec l'utilisateur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le réseau de neurones initial qu'ils avaient entraîné, et ils ont généré, avec des humains, ils ont écrit des questions et des réponses,
et ils ont envoyé ça dans le réseau pour faire, en bon français, un fine-tuning du réseau pour qu'ils apprennent à faire des réponses à des questions de façon plus spécifique et pas juste compléter du texte. Et ils ont fait plusieurs dizaines de milliers d'instructions pour réussir à avoir un réseau qui maintenant répondait à des questions plus spécifiques de la part de l'utilisateur. Puis une fois qu'ils ont fait ça, parce qu'on pourrait faire écrire des centaines de milliers de questions, des centaines de milliers de réponses par des personnes, mais à un moment donné, ça coûte très cher, ils ont dit, on va maintenant faire générer des réponses par le système à des questions aléatoires, puis on va simplement faire générer les X meilleures réponses, puis on va les noter à la main. Celle-là, c'est la meilleure, celle-là est moins bonne, celle-là est moins bonne. D'ailleurs, quand vous utilisez ChatGPT, des fois, il vous demande est-ce que la réponse est bonne, oui ou non. Fait que vous travaillez un peu gratuitement pour OpenAI quand vous faites ça, mais c'est correct. Il nous offre un outil intéressant qu'on n'a pas payé, donc c'est donnant-donnant. Puis éventuellement, on développe une espèce de règle qui nous permet d'avoir un système de récompense, c'est-à-dire quand l'engin produit de bonnes réponses, je veux apprendre une règle mathématique qui va récompenser ce comportement-là. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est plus un apprentissage qu'on utilise en robotique. On veut qu'un robot aille quelque part, on va punir des actions qui l'éloignent de son but, on va récompenser des actions qui l'approchent de son but. Mais on a un système de renforcement qui est maintenant mis en place pour améliorer de façon continue l'engin de ChatGPT. Puis c'est tous ces outils-là mis ensemble, qui ont été très soucieusement organisés, qui ont fait qu'on arrive à un agent conversationnel qui est très crédible dans ses réponses, puis qui nous donne vraiment l'impression d'être intelligent. Qui nous donne l'impression. Parce que, des fois, il va dire des choses bizarres. Tantôt, on a dit que j'étais membre d'IntroLab. IntroLab, c'est un lab qui a été fondé à Sherbrooke. Hier, j'ai posé la question. Si je tape sur Google IntroLab, je vais tomber sur la page de notre site web, du laboratoire, Sherbrooke, etc. ChatGPT me dit que c'est un lab qui est à l'ETS. Pourquoi il fait ça, en fait? Pourquoi il se trompe? Puis en fait, j'ai reposé la question à plusieurs reprises, puis des fois, il disait à l'Université de Sherbrooke, des fois, il disait à l'ETS. Encore une fois, je ne peux pas savoir ce qui se passe, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a 2 embeddings, un pour l'Université de Sherbrooke puis un pour l'ETS, qui sont très proches dans l'espace. 2 universités québécoises francophones avec une faculté de génie. Ça peut être interprété comme étant pratiquement des synonymes. Ce n'est pas des synonymes ici, c'est des entités différentes. Mais d'un point de vue de langage, ils sont tellement présents de façon souvent interchangeable dans des textes qu'on a l'impression qu'ils sont équivalents. Donc, on voit bien qu'à ce stade-là, le réseau de neurones n'a pas forcément compris la distinction entre les deux. Il a simplement compris le lien sémantique, si je peux dire, qu'il y avait entre ces 2 éléments-là, puis ils les ont interchangés de la même façon que je dirais, je sais pas, grand ou gros, qui pourraient être des synonymes qui peuvent être interchangés dans différents contextes. Donc, l'ETS, apparemment, c'est très proche de l'Université de Sherbrooke du point de vue de GPT. Donc ça, quand on voit une affaire comme ça, puis on pense à la projection des embeddings, on se dit, OK, c'est vraiment juste à cause d'une proximité dans l'espace qu'il fait cette erreur-là, qui est pourtant une erreur grave. C'est faux, c'est une fausse nouvelle, mais du point de vue de l'outil, c'est essentiellement la même chose. L'autre chose qui a de la misère, c'est tout ce qui est spatial. On a un outil de langage où est-ce qu'on a des liens entre les mots, mais ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des lois de la physique qui n'ont pas été vraiment clairement apprises par le système. Je lui demande comment que tu fais. Moi, ma première job, c'était emballeur à l'épicerie. Puis, je vous garantis que c'est pas long que tu comprends que tu mets les objets lourds dans le fond, puis tu mets les objets délicats sur le dessus. Pourtant, lui, bon, il dit que c'est un riddle. Déjà, disons que c'est pas une grosse énigme là, à résoudre. Mais il se dit, je vais mettre 6 œufs, je vais mettre la canne, je vais mettre 6 œufs. Ça n'a aucun sens d'un point de vue spatial. C'est pas quelque chose qui nous parle, mais il faut comprendre que le système a appris à partir de textes qui ont été présentés. Donc, ces relations-là n'ont pas forcément été assimilées. Apparemment, dans GPT-4, je n'ai pas joué avec parce qu'il n'est pas disponible facilement, mais il aurait réglé beaucoup des problèmes de ce genre-là. Comment ils ont fait, je ne sais pas, ce n'est pas encore publié. Mais c'était un exemple ici que, on a appris sur du texte, on n'a pas appris sur des lois de la physique ou
d'autres sens qu'on peut avoir comme humain quand on se promène dans notre environnement, des choses qu'on va apprendre, même si un enfant qui n'est pas en mesure de parler va quand même comprendre des choses dans son environnement qui n'est pas relié à un modèle de langage. Donc ça, le logiciel GPT n'est pas capable pour le moment de bien l'intégrer. Je pourrais aller plus loin dans les concepts mathématiques, mais je voulais vraiment vous donner un aperçu de ce qui se passe, puis je ne me définis pas comme un expert moi, ce n'est pas mon domaine de recherche direct. Donc, il y a encore plein de choses qui sont obscures. Il y a des choses qui sont publiées, des choses qui ne sont pas dites par la compagnie. Donc, on y va avec à peu près ce qui semble avoir du sens avec les articles qui ont été sortis. Mais je vous garantis, je leur donnerai la même présentation dans 1 an. Probablement que ça serait tout à fait différent parce qu'il y aurait de nouvelles techniques qui auraient été mises en place. Fait que ça fait le tour. On va pouvoir maintenant discuter un peu plus et répondre aux questions. Merci beaucoup, François. Puis, réponse, AI Now vient juste de publier un rapport sur l'intelligence artificielle. 3 millions de dollars par mois pour la production de ChatGPT, donc en prod. En prod. En prod. Donc, pas pour l'entraînement, pas pour l'entraînement. Puis le modèle Palm, P-A-L-M, de Google, pourrait coûter dans les 20 millions de dollars à entraîner. Cette idée. C'est ça, c'est des proportions... Si vous avez des questions, puis je vais me promener pour qu'on puisse capter votre question par audio. Alors, c'est vraiment le moment d'en profiter de poser toutes les questions que vous n'osez pas demander sur ChatGPT. Tout d'abord, merci énormément, François, pour la présentation et surtout de nous faire rentrer dans l'arrière-boutique de GPT, de ChatGPT. Ça nous permet de mieux comprendre des fois, à la fois ses absurdités, mais sa performance. Donc ça, c'était magique pour ça. Puis, peut-être pour faire de l'autopromotion sur ma conférence qui s'en vient. Oui. Est-ce que je comprends bien que GPT et son pendant conversationnel, pour l'instant, ne fonctionnent que par déduction, ou on arrive à un modèle qui peut être, à la limite, abductif, c'est-à-dire voir des rapprochements qu'on ne verrait pas à première vue, mais qui finalement ont un certain sens. Par exemple, ce nuage est en forme, ressemble à une chèvre. Je ne sais pas pourquoi un nuage ressemblerait à une chèvre, mais ce nuage ressemble à une chèvre ressemble à ceci. Alors, est-ce que ce nuage me fait penser à une chèvre? Donc, c'est comme par abduction. Parce qu'à partir du moment où on verserait vers un modèle qui serait abductif, on commence à se rapprocher drôlement de la capacité humaine à faire des liens parfois inattendus, mais qui sont justement génératrices d'imagination, d'imaginaire, de créer des univers qui, à première vue, ne nous apparaîtraient pas comme logiques, donc déductifs. Je ne sais pas si ma question... Oui, je comprends. Ça me fait penser... tu as peut-être déjà vu le film avec Johnny Five, qui était un robot, puis il essayait d'expliquer au robot qu'il n'était pas intelligent parce que s'il faisait un motif sur un papier, puis que ça ressemblait à un papillon, bien, le robot n'allait pas comprendre que la forme était celle d'un papillon. Puis en tout cas, finalement, le robot le surprenait parce qu'il arrivait à faire des liens. Moi, je pense que ces liens-là sont possibles. Puis je dis ça sous toute réserve parce que, encore une fois, j'ai juste gratté la surface de ce qui se passe. Mais je me dis, si c'est possible de le représenter par le langage, forcément, ces liens-là dans le langage, ils sont possibles. On communique avec du langage. Donc, si on est capable de l'exprimer en mots, à mon avis, je pense que ce qui est plus difficile d'exprimer, c'est des concepts pour lesquels, justement, on n'aurait peut-être pas de langage. Certaines émotions, certaines choses seraient reliées à des sens, par exemple. Ce que je vois, des fois, on voit quelque chose, je ne suis pas capable de décrire c'était quoi, mais c'était comme... Puis là, on donne une description très, très approximative. Mais je pense que tout ce qui est rattaché au langage, puis il y a une bonne partie de la créativité qui est reliée au langage. Encore là, je ne suis pas un expert là-dedans, mais naïvement, j'aurais tendance à dire que oui, c'est possible. Mais je serais heureux qu'on me prouve que j'ai tort. C'est vraiment une intuition. Ouais. Merci. Rien. Dans un système de données informatiques, je ne suis pas sûr de bien comprendre les mots récompense et punition. OK. En fait, c'est que... imaginons que j'ai un agent. Un agent, c'est un système qui évolue dans un environnement, puis que je veux me rendre à la porte là-bas.
naïvement, si je dois faire des petits déplacements, je vais favoriser des déplacements qui vont m'orienter vers la porte, par exemple. Donc ça, quand je vais faire un déplacement dans cette direction-là, je vais obtenir une récompense, c'est-à-dire c'est un chiffre, une valeur numérique qui va augmenter dans la bonne direction. Par contre, si je m'éloigne de la porte ou si je fais face à un obstacle, je pourrais obtenir une punition, c'est-à-dire dire ça m'enlève des points, c'est pas un comportement que je veux encourager. Donc c'est vraiment d'une façon numérique qu'il faut le voir, mais c'est dans le but d'atteindre un but, on va donner des récompenses pour favoriser éventuellement un comportement qui va arriver à l'atteinte de l'objectif. Donc, c'est dans cette optique-là que quand le modèle produit des réponses qui sont désirables, on va vouloir récompenser ce comportement-là, puis on va vouloir l'encourager à continuer à produire des réponses qui sont semblables à ce qui a été apprécié et le décourager de... Donc, c'est rendu là, c'est d'un point de vue mathématique, numériquement, comment le réseau va modifier ses paramètres pour aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Si, ça répond, mais ça montre un peu peut-être le biais qu'il y a avec intelligence artificielle. C'est de l'optimisation numérique. Oui, tout simplement. On est en train de tout simplement. vers la bonne trajectoire. Tout simplement, exactement. Oui. Puis là, si on rentre dans l'éthique, est-ce que c'est ce que notre cerveau fait aussi? Je ne sais pas. La punition récompense, ça peut faire penser que ça plaît au modèle ou ça ne plaît pas. Le modèle, là, ils sont... Non, c'est ça. En fait, c'est que ça plaît ou pas à des observateurs qui ont attribué une valeur à la réponse. Donc, encore là, il y a un biais. Il y a un biais important parce que les personnes qui vont noter ces réponses-là ont un impact majeur sur le type de réponse. Puis, sur Internet, on trouve de tout aussi. Donc, le système va apprendre de ce qu'il voit en ligne, ce qui n'est pas nécessairement toujours une bonne chose. Il va y avoir des biais aussi qui vont être disons, entretenus, c'est-à-dire que si, par exemple, traditionnellement, quand je disais un docteur, c'était un homme plutôt qu'une femme, puis que dans les textes que je vois, 9 fois sur 10, le docteur fait référence à un homme parce que il y a 100 ans, c'était beaucoup plus la norme, bien, le système va peut-être inférer 9 fois sur 10 que quand c'est un docteur, c'est un homme. Donc, il va entretenir un biais qui n'est plus nécessairement valide aujourd'hui ou qu'on veut déconstruire, mais qui est présent dans les données qu'on lui a présentées. Donc, il y a un aspect éthique aussi à partir de ça. Est-ce que si on crée une intelligence artificielle qui entretient des biais, puis qui va à son tour éventuellement générer des données qui vont pouvoir être utilisées pour entraîner d'autres systèmes, mais on rentre dans une spirale où on fait juste, disons, se mettre des œillères, puis on est très restreint aux données qu'on avait par le passé. J'aimerais savoir ton avis sur comment est-ce que tu considérerais que les techniques utilisées dans ChatGPT sont innovatrices versus est-ce que c'est plutôt juste la taille puis le temps d'entraînement qui a été mis qui fait que c'est comme c'est? Bien, en fait, la première chose avec ChatGPT, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ça a été comme une démocratisation des systèmes GPT, parce que ça fait quand même plusieurs années que la recherche s'est faite de façon incrémentale. Puis nous, on le voyait venir, c'est-à-dire qu'on voyait ce qui était rapporté dans la littérature. Puis à un moment donné, on a eu ChatGPT qui l'a ouvert au grand public, où est-ce qu'on pouvait l'essayer. Puis là, il y a eu comme un wow factor qui a fait que ça a eu un effet là, de bombe. Mais il y a eu une construction qui s'est faite pour se rendre jusque-là. Fait que moi, je pense que depuis les dernières années, il y a plein d'innovations qui se sont empilées, qui ont mené à ça. La force de ChatGPT, il y a le nombre de paramètres, donc 175 milliards. GPT-4, c'est plus que ça, je pense. Puis, il y a évidemment les données. Ça, c'est 2 éléments essentiels. Puis, le petit tweak, à mon avis, qui est intéressant, c'est ce que j'expliquais un peu, le apprentissage par renforcement, le fine-tuning qu'il y a eu. Tout ça, ça vient donner une saveur là, à la technologie pour pouvoir l'utiliser. Puis, OpenAI, bien, veut pas continue de modifier son algo. Il y a des requêtes qu'on pouvait faire il y a un mois que maintenant, il va nous dire « je peux pas faire ça pour toi ». Je pense qu'il y a un côté légal à ça aussi, parce que, mettons, j'y ai demandé comment que je faisais pour mettre un éléphant dans un frigo. Puis ça, c'est la fameuse blague que tu ouvres le frigo, tu enlèves le beurre, tu mets l'éléphant. Puis tout de suite, il m'a dit, il ne faut pas maltraiter les animaux. Je le sais, c'est une blague que je veux faire. Mais avant, au début, il n'y avait pas ce genre de balisage-là qui se faisait. Fait que, d'après moi, il y a aussi comme
je ne veux pas appeler ça une censure, je veux plutôt parler d'un encadrement qui se fait par-dessus ChatGPT qui n'a jamais été fait par le passé avec d'autres outils. Fait que là, on a comme des gens qui essaient de le rendre utilisable puis ne pas y faire dire trop de niaiseries. Fait qu'il y avait pas cet investissement en temps de man-hour pour rendre l'outil là, poli. Là. Puis ChatGPT, eux autres, ils font ce move-là. Fait que je pense que c'est un peu ça, là, les différences. Mais voilà vraiment comme une séquence incrémentale, puis il y a eu comme un point de rupture avec ChatGPT. En fait, c'était pour revenir au niveau des billets. C'est quand même vraiment une grande question, puis c'est d'une grande importance. Est-ce qu'on a des modèles de langage? Est-ce qu'on a des solutions pour faire face ou on parle juste de manpower pour venir amoindrir? En même temps, il y a tellement d'éléments qui rentrent dans les billets. C'est vaste. Oui, il y en a. Je sais que jadis, j'avais des collègues qui faisaient des doctorats sur ça. Fait que c'est comme un domaine vraiment très en développement actuellement. Donc, la réponse courte, c'est oui, il y a des choses qui se font. Après ça, je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que je ne connais pas là, exactement ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a toujours, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de... Il faut faire attention parce que la personne qui décide que le biais doit être renversé, bien, cette personne-là induit un biais, elle aussi. Donc là, c'est plus un débat philosophique, là. Mais oui, il y a des choses qui sont faites parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on regarde le contenu d'Internet puis qu'on produit quelque chose de représentatif que c'est forcément le texte qu'on veut générer puis qu'il va avoir l'outil. Microsoft avait déployé il y a quelques années un engin de conversationnel sur Twitter puis ils ont dû le débrancher après 4 heures parce qu'il tenait des propos antisémitiques puis il était raciste puis il faisait des... Tu sais, il avait dérapé complètement puis c'est ça. Fait que, ça donne un exemple d'un système en boucle ouverte, sans rétroaction. Là, ça peut s'emballer, puis ça, c'est un bel exemple. Ouais. Il y a des modèles qui sont disponibles maintenant en open source. C'est le cas de Llama chez Meta. Puis, il y avait gardé, en fait, juste les poids de leur réseau qui étaient secrets parce que ça a été entraîné, on a parlé avec les chiffres tout à l'heure, avec des milliards. Mm-hmm. Puis, récemment, ça a leaké par un employé ou je sais pas quoi. Fait que tu peux comme télécharger ton modèle puis l'entraîner sur ce que tu veux. Mettons, moi je le ferais pour avoir des articles, avec tous les articles qui viennent des conférences où je vais. Ouais. Est-ce qu'on s'en va vers un chat GPT qui est comme très général puis qui prend beaucoup de ressources à entraîner, ou plus des modèles que chacun va comme fine-tuner pour son domaine pour être moins coûteux puis plus spécifique? Oui, c'est vraiment bon comme point. Moi je crois beaucoup à ce qu'ils appellent le meta-learning, c'est-à-dire que dans le fond, la façon que notre cerveau fonctionne, c'est qu'on a appris des relations, que ce soit avec le langage, la vision, l'audio, tout ça. Puis ces relations-là sont similaires d'un domaine à l'autre. C'est juste pas les mêmes entrées et mêmes sorties. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est quand on entraîne un système sur de l'audio, sur du vidéo, puis sur de la parole, bien, il fait mieux pour chaque modalité individuelle que si j'avais entraîné juste avec la modalité en question. Ça veut dire qu'il y a des liens qui sont appris avec une autre modalité qui permettent de mieux faire. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai l'impression que d'avoir un modèle très, très large, puis après ça, qu'on pourrait le baliser, dire, bien, je veux que tu fasses du transfert d'apprentissage puis que tu utilises juste une application pour tel type de choses. Puis après ça, tu peux faire du pruning, enlever des connexions inutiles. Mais je crois que d'avoir un point de départ qui a été pré-entraîné sur plein de tâches, puis après ça, de l'adapter, c'est, à mon avis, la méthode la plus prometteuse. Puis après ça, comme tu dis, bien, si tu veux un engin qui fait une tâche très spécifique puis que tu as juste besoin de 10 % des connexions puis des poids, bien, enlève l'autre 90 % puis fais-le rouler sur une machine plus modeste puis que ça soit moins coûteux. Fait que je pense que ça va arriver. Puis il y a aussi le fait que les gens n'aiment pas forcément savoir que leurs données vont vers un data center, sont traités là, puis c'est retourné. Tu sais, par exemple, les haut-parleurs intelligents, il n'y a personne qui tripe sur l'idée qu'il y a un micro qui enregistre dans leur maison, qui envoie ça sur le serveur, puis qui retourne la réponse. Fait que quand tu arrives avec quelque chose qui est local, qui n'est pas connecté, c'est sûr qu'il y a un attrait, que ce soit juste au niveau de la vie privée, puis d'avoir au moins l'illusion que tu as un certain contrôle sur ce qui se passe et que c'est pas dans le nuage puis que ça revient. Fait que moi, je pense que ça va être très mis de l'avant parce que ça répond à un besoin vraiment important. Du coup, moi, la question, ça se poserait plus sur un peu la créativité, donc j'anticipe un peu peut-être la troisième. Mais
on sait que pour les images, pour les générateurs d'images, pour créer des images originales, ils débruitent des choses complètement pétées. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à s'approcher à ça au niveau du texte? Parce que pour l'instant, le texte, il reproduit... c'est un peu un citoyen lambda quoi, qui parlerait, parce qu'il sait... Oui, ben en fait... quelque chose qui nous ressemble, mais est-ce que c'est possible de créer quelque chose de Tu peux faire écrire un poème, par exemple. Okay. Ce ne sera pas le poème le plus émouvant que tu vas avoir lu, mais il va avoir respecté les règles d'un poème avec une thématique que tu vas y avoir donnée. Donc, ça, je considère ça comme étant de la création. Tu peux lui faire créer une histoire pour enfants, puis il va générer une histoire sur une thématique. D'ailleurs, mon étudiant William s'est amusé à faire ça dernièrement. Ça va être un consensus de toutes les histoires qui ont été créées, justement. Et est-ce que... Ben là, c'est là que ça devient peut-être un peu philosophique, c'est-à-dire quand tu crées quelque chose, est-ce que tu t'es inspiré consciemment ou pas de toutes les choses que tu as vues dans ta vie jusqu'au moment où tu as fait ta création, ou est-ce que c'est arrivé comme une genre d'épiphanie puis que c'est pas relié à rien? Honnêtement, je ne le sais pas. Moi, j'ai tendance à croire que notre environnement façonne un peu comme notre créativité, mais probablement que des fois, les gens qui ont créé des nouveaux styles en littérature, en peinture, en musique, d'où ça venait, cette inspiration-là, si c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu avant, c'est une très bonne question. On va mettre une publicité, la conférence. C'est Dany. C'est ça. Puis je veux pas voler les choses à Dany qui en sait probablement beaucoup plus que moi là-dessus, mais je te partage simplement mon raisonnement là-dessus. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de... Dans la génération de contenu avec l'intelligence artificielle, on peut générer de la musique, des images, puis pour vrai, c'est quand même assez impressionnant ce qui est fait. Fait que on ne sait plus trop où elle est la limite, honnêtement. Là. Tu commençais à parler de ce sujet-là, justement, mais tu disais tantôt que ChatGPT a permis de démocratiser le système GPT, mais en nous offrant un agent conversationnel. Est-ce qu'il y aurait d'autres utilités au système GPT pour lesquelles il serait bien adapté, autre que pour avoir des conversations, puis au niveau... Ben oui, en fait, par exemple, tu peux dans son prompt, là, tu peux mettre, là, il est limité à peu près à 2000 jetons, mais j'imagine qu'éventuellement, ils vont pouvoir grossir la tête. Tu pourrais y envoyer un texte puis lui dire « Résume-moi ce texte-là ». Envoyer un chapitre de livre au complet, « Résume-moi ce chapitre-là ». J'ai pas... Oui, mais ça reste de la conversation, ça reste ouais. du langage. Est-ce que ça peut être adapté à d'autres... La résolution de problème, d'utiliser le système GPT pour une utilité tout autre? Bien, moi, je pense qu'à partir du moment qu'on a des tokens et des embeddings, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, en audio, qui est mon domaine de recherche, on prend, au lieu d'être word to vec, c'est wave to vec. Donc, on prend un signal audio pour le convertir en embeddings. Fait que, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, on peut avoir des solutions end-to-end où est-ce qu'on rentre l'audio puis c'est de l'audio qui sort. Okay? Puis ça veut dire qu'on ne passe pas forcément par un modèle de langage. C'est-à-dire que tu peux faire de la traduction instantanée de langues qui n'ont pas de modèle écrit, comme, mettons, les langues des Premières Nations. Il y en a certaines qui n'ont pas de... Tu peux aller au-delà du langage. Mettons, un cri dans un enregistrement audio ou un bruit de porte qui s'ouvre, ça peut être interprété de certaines façons. Donc, c'est toutes des choses qui ne sont pas reliées directement au langage. Et pour les mathématiques, pour le symbolique, bien, ça se porte bien à ça. Tu sais, tu peux voir que, mettons, une addition, une multiplication, peu importe, c'est toutes des choses qui peuvent avoir des jetons, qui peuvent être incorporés dans les embeddings. Puis là, tu pourrais avoir des équations, puis dire « résume-moi l'équation ». ChatGPT le fait déjà un peu, mais avec une certaine limite quand même, qui est reliée au langage. Mais pourquoi décrire en mots une équation mathématique si tu peux tout simplement avoir des représentations des symboles puis l'utiliser dedans? Fait que moi, je dis, à partir du moment que tu peux créer un embedding, tu peux faire à peu près n'importe quoi, puis tu peux faire du mix. Tu peux avoir du son qui rentre, puis justement des embeddings de texte qui sortent, ou du texte qui rentre, puis des embeddings de son qui sortent, ou du texte qui rentre, une image qui est produite. Bref, tu vois un peu le... Fait que moi, je pense que la multimodalité, c'est incontournable sous peu. Par rapport aux 20 millions de dollars d'électricité là, pour entraîner ce genre de machine-là, est-ce qu'on est devant, je dirais, la prochaine crypto-monnaie au niveau consommation énergétique un peu discutable dans le monde? Bien,
C'est un bon point. J'avais donné une présentation l'été passé sur justement les investissements qu'on fait sur le AI pour aller chercher des fractions de pourcentage d'amélioration, puis ça vaut-tu vraiment l'investissement, chaque petit delta? Je pense que contrairement à la crypto-monnaie, ChatGPT, là, je fais attention à ce que je dis, mais je constate que la crypto-monnaie est peut-être pas aussi utile et essentielle que ChatGPT en termes de retombées dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est un outil qui est vraiment utilisable par tout le monde, peut augmenter la productivité. Moi, je pense qu'un peu comme Louis disait, c'est que peut-être qu'éventuellement, ça va être d'avoir des systèmes plus spécialisés qui vont rouler de façon locale, pas tout centralisé dans des data centers, que ça coûte énormément cher à faire fonctionner. Puis je pense qu'il va peut-être falloir éventuellement avoir aussi une certaine sobriété technologique. C'est-à-dire que, est-ce que c'est normal de produire tant d'émissions de CO2 parce que j'ai pas envie de chercher sur Google quelque chose qui me prendrait 10 secondes à chercher, puis je préfère demander à ChatGPT, ou est-ce que c'est important d'être capable de filmer en HD sur mon téléphone puis que ça soit transmis en 3 secondes sur le cloud versus 10 secondes? Là, je pense que c'est des questions qui vont un peu au-delà de la technologie, mais je pense que c'est comme cette sobriété-là, on la connaît déjà, mais on n'était pas habitué en technologie parce qu'on parlait plus en termes de transport puis d'autres éléments de la société qui avaient un impact majeur. Mais là, la technologie rattrape clairement les enjeux en termes d'énergie. Puis au Québec, on est chanceux, on a quand même des énergies relativement propres, mais même au Québec, on commence à trouver que les centres de données, puis tout ça en prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est une bonne question. J'ai une autre question pour toi, François. Aujourd'hui, tu nous as bien comme déconstruit puis fait plonger dans la mécanique. Sauf que là, l'outil, ChatGPT, il y en a d'autres qui vont venir, se démocratise. Et se démocratisant, bien, les gens l'utilisent avec ce que OpenAI en dit. Par exemple, ChatGPT, c'est on essaie de mimer le plus possible le langage naturel. Et là, les gens, évidemment, s'insurgent en disant « il me donne des fausses réponses, il me dit des faussetés » ou « regarde comment c'est pas vrai qu'il dit la vérité ». Puis là, on essaie de le prendre au mot, c'est le cas de le dire. Quel genre de littératie ça va prendre au grand public? Là, nous, on est rentré vraiment, tu es rentré dans les vecteurs, dans l'embedding, on est allé très loin pour comprendre comment ils génèrent les résultats, mais qu'est-ce que ça va prendre au grand public pour juste dire, non, mais ChatGPT, c'est un gros tableau Excel, il ne peut pas te prédire qu'est-ce qui va se passer pour toi demain. C'est pas un génie, c'est pas... Alors, c'est ça, quel genre d'imaginaire il va falloir générer ou il va falloir mettre dans l'espace public pour que les gens disent « OK, je le prends de la même façon que Google, c'est pas un magicien, Google, c'est un générateur de résultats qui me sort à la partir d'une requête. » Je pense que cette question-là vient rejoindre un peu toute l'histoire des fake news et des informations, c'est-à-dire que je sais pas, là, je ne me rappelle plus des chiffres, mais tu sais, mettons, dans la dernière année, c'est créé plus de contenu, mettons, que les X dernières années avant. Puis finalement, quand tu remontes, tu réalises que depuis l'histoire de l'humanité, le contenu a explosé de façon exponentielle. Puis, tu sais, toutes les... par exemple, avec Facebook, les réseaux sociaux, le réseau veut te proposer des nouvelles qui vont t'encourager à rester dessus et à cliquer dessus. Donc, si toi, tu es convaincu que la Terre est plate, bien, il va te proposer des blogs de gens qui parlent que la Terre est plate, puis à un moment donné, ça va noyer ton flot d'informations, puis tu vas croire que c'est la vérité parce que tu n'auras plus de référence. Donc, c'est un peu la même chose, je pense, avec ChatGPT ou n'importe quelle source d'information, c'est que comment tu fais pour dire aux gens, c'est à prendre avec un grain de sel, il faut questionner. Moi, je pense que c'est l'éducation, c'est dès le plus jeune âge expliquer. Quand on était jeune, on nous expliquait, ben, tu dois aller chercher plusieurs références pour pouvoir mettre ça dans ton texte. Je pense que je ne sais pas comment la technologie en tant que telle peut s'auto-réguler. Ça me semble difficile. Puis je pense que c'est plus l'utilisateur qui doit avoir un regard critique. La différence, c'est que maintenant, le regard critique, comme tu dis, il faut qu'il soit de plus en plus aiguisé parce que c'est de plus en plus crédible. Quand on regarde rapidement, on dit « Ah, ben oui, c'est... » Avant, on avait, par exemple, la télévision, la radio, c'était contrôlé par
des agences. Fait que quand tu entendais quelque chose de Radio-Canada, ben tu savais que c'était pas inventé. Mais maintenant, tu peux n'importe quel média, il y a trop d'informations. Fait que j'ai pas de réponse à ça, mais je suis convaincu que ça va amplifier le phénomène. Ça, c'est sûr. C'est quoi le minimum, tu penses, qu'on devrait savoir comment fonctionnent ces robots-là pour au moins avoir cette distance critique-là? Bien, quelque chose d'intéressant, moi, que j'aime faire des fois, c'est comme je vous disais, je vais faire plusieurs fois la même requête. Puis s'il me dit des réponses différentes d'une fois à l'autre, bien déjà, ça me paraît être un bon point de départ pour se dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas tout à fait juste. Après ça, ça peut être aussi bête que vérifier sur d'autres sources de contenu comme juste Google. Google est quand même plus factuel que ChatGPT, fait que tu vérifies sur Google. Tu vas voir sur Wikipédia. Wikipédia, c'est pas une référence absolue, mais c'est des gens qui l'éditent, puis il y a une espèce de phénomène d'automodération. Donc, quelque chose qui est épouvantable, qui n'est pas vrai, va pas rester longtemps sur Wikipédia. Fait que j'irais vers je dirais aux gens, bien, essayez de valider avec plusieurs sources, puis toujours garder en tête quand ça a l'air trop beau pour être vrai, bien, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment une bonne question, puis je pense qu'on va se la poser pendant plusieurs années, là, puis on n'aura pas de réponse nécessairement. Fait que j'ai hâte d'aller écouter ta présentation. D'après moi, ça va en faire partie. Ça va surtout être avec Jean-Sébastien et Alexandra au mois de mai. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se demandent comment vous pouvez l'utiliser à l'université et ce sera exactement un des sujets, la position de l'université dans l'utilisation des IA génératives, dont ChatGPT. Mais tu sais, ça pourra être également le texte à image si vous êtes en art. Et qui sait si cette année, on n'aura pas le texte à vidéo, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va discuter. Puis des questions éthiques, des impacts sociétaux, puis l'environnement, c'est quelque chose aussi qu'on va parler aussi en deuxième partie de la prochaine conférence. Alors... J'avais une question pour revenir sur ce que tu nous as présenté, pour voir si j'ai bien compris. Quand tu dis attribuer un jeton, qui attribue des jetons? Puis surtout, est-ce qu'il y a comme un consensus, c'est devenu comme un nouveau langage ou chacun fait son truc dans son coin? En général, là, mettons, OpenAI, par exemple, ils ont créé leur propre jeton puis leurs propres embeddings. Puis toi, tu as accès à ça ou c'est celui que j'ai montré, c'était OpenAI. Okay. Puis ils vont créer des API qui sont des outils là, simples là, pour du code. Tu peux rentrer ton texte, ça va te donner les jetons. Okay. Puis après, tu peux utiliser ça directement. Comment qu'ils ont mis en place, c'est une bonne question. Souvent, c'est de la nomenclature. Les embeddings ont été appris par un réseau neuronal, mais les jetons comme tels, avant, on mettait comme je disais, on mettait souvent un jeton pour un mot. Puis là, on a réalisé qu'il y avait des segments de mots comme pas, pré, des choses comme ça qui devaient avoir leur propre jeton. Donc, on leur attribuait des jetons. D'ailleurs, par exemple, si je retourne sur ça ici, si je me mets à écrire du texte en français, puis disons que je le mets comme ça, là, il va vraiment le segmenter de façon... Il a vraiment créé des jetons beaucoup plus petits. Parce que c'est pas forcément des mots en anglais. Puis je suis pas certain, mais quand il fait la traduction au français à partir de l'anglais, je crois que c'est les mêmes jetons. Donc, il est capable de créer des mots français à partir de ça. Des fois, ça peut être aussi bête que, mettons, il y a deux lettres en anglais qui ne vont jamais se suivre. Comme, disons, deux lettres Q. Je ne crois pas que ça existe, ça part peut-être dans un nom propre. Absolument, ça va être Q et U qui vont se suivre. Donc, ils vont les mettre ensemble. Donc, il y a comme des agencements reliés au langage qui vont se faire. Puis, j'imagine que si on avait une langue, par exemple, orientale avec un autre système d'alphabet, bien là, on aurait quelque chose de très différent. Fait que c'est des bonnes questions. Mais on a accès à ça. Ces encodages-là, ils sont disponibles quand même. Donc, question de Anish, c'est l'audio. Est-ce qu'il existe déjà est-ce qu'on s'approche de l'AI qui ferait son puis qui génère d'autres sons ou qui suggère d'autres trucs? Oui, ça existe déjà. Ça existe déjà? En fait, il y a quelques mois, il y avait un exemple, c'était... Je me souviens plus la langue exacte. Je sais que c'est à Taïwan. Il y a une langue qui est parlée, mais qui est comme c'est une langue qui n'est pas écrite, qui est vraiment enseignée des parents aux enfants depuis des générations. Puis il n'y a pas de représentation de langage de ça. Puis en créant des embeddings audio, ils ont fait c'est Meta, donc Facebook qui a fait ça. Puis il faisait un exemple. Il y avait, je pense que c'était Mark Zuckerberg qui parlait au lead du projet.
Puis le lead, qui était originaire de Taïwan, lui parlait dans ce dialecte-là, dont j'oublie le nom. Le réseau neurone traduisait automatiquement en anglais, en audio anglais. Lui, il écoutait, il répondait en anglais, ça traduisait automatiquement en audio dans le dialecte, puis ça se faisait en l'absence de modèle de langage, ce qui est quand même assez cool. Puis là, bien, ça a attiré un intérêt, notamment pour les Premières Nations, parce que les Premières Nations, la plupart n'ont pas un système écrit, donc, puis ils sont très peu à le parler. Donc, en plus, on n'a pas un gros dataset. Donc, comment qu'on peut entraîner un réseau? Tu sais, c'est intéressant, on peut peut-être potentiellement sauver des langues qui sont sur le point de disparaître parce qu'il n'y a pas assez de gens qui les parlent au quotidien. Fait que, tu sais, il y a des bons côtés aussi à ça, là. C'est quand même impressionnant de dire on va peut-être comme avoir un snapshot de toutes les langues du monde à partir de maintenant, puis ça va être, ça disparaîtra pas là, dans le temps. Merci beaucoup tout le monde encore d'être venu aujourd'hui, puis d'avoir participé, posé vos questions, participé au sondage. On aura une deuxième conférence qui va venir le 17 mai, qui sera en 2 parties. La première qui va focaliser sur l'apprentissage, l'enseignement et la recherche, et en particulier ici à l'Université de Sherbrooke. On a vraiment un privilège immense d'avoir 2 personnes qui sont impliquées dans des politiques qui sont en train d'être rédigées présentement à l'Université de Sherbrooke, qui vont être ici. Alors, tu sais, vous vous demandez comme prof, est-ce que je peux rédiger des questions d'examen? Moi, avec l'IA générative, les étudiants, comment je peux l'utiliser ou comment je ne peux pas l'utiliser? Et ce qui est fort intéressant, c'est que l'Université a décidé de ni l'interdire et de ni recommander les détecteurs de plagiat. Donc, bref, elle veut vraiment miser sur le développement de la pensée critique, tout ça. Puis en deuxième partie, ce sera des questions d'éthique, d'impact sociétaux de l'IA, en particulier quand on veut faire de l'innovation responsable, par exemple ici au 3IT, et qu'on veut impliquer ce genre d'intelligence artificielle, d'où on part, où est-ce qu'on s'en va et comment on y va de manière responsable. Puis le 14 juin, ce sera avec Denis Baillargeon, comment on repousse les limites de l'innovation, de la créativité avec et par l'intelligence artificielle. Alors, ça sera vraiment un plaisir de vous revoir à ce moment-là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, on aimerait beaucoup les entendre. Retournez sur la page de l'événement. Il y a mon courriel, françois.z.thibault@usherbrooke.ca. Envoyez-nous vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de nous améliorer dans le processus. On est, nous aussi, des algorithmes qui fonctionnent par renforcement. Alors, vraiment, merci beaucoup, professeur François Grondin. Ça fait plaisir.